Bonjour Lucette. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, je suis contente de te voir. Merci, moi aussi. Lucette, comme tu sais, ça fait 3 ans que je suis à la Matramie. Oui, c'est vrai, ça passe. Oui, depuis 2019. Donc, c'était la première association que j'ai connue en arrivant ici à Verdun. Mais j'aimerais bien savoir comment la Matramie a commencé, qui a été à l'initiative, qui a créé la Matramie et puis pourquoi vous avez fait une association qui continue même après 50 ans. Moi, effectivement, j'y suis depuis le début. C'est pas moi qui ai créé le Matramie, mais je vais te dire en quelques mots comment ça s'est passé. Il y avait sur le plan départemental un groupe de personnes, Oui. des syndicats, des enseignants, des gens au niveau services sociaux qui sentaient qu'il y avait un problème par rapport aux migrants qui étaient là actuellement. Hein. Ayant réfléchi pendant 2 années, ils ont perçu des difficultés particulières que les migrants rencontraient. Hein. Et c'est de cette façon-là qu'on a créé en 1972. 72. En 72, au mois de Oui. mai. C'est passé d'ailleurs au JO au mois de juin suivant. Donc on a créé l'association Meusienne d'accueil des travailleurs migrants. D'accord. Et c'était bien des travailleurs migrants puisque à ce moment-là, l'immigration était une immigration économique. D'accord, donc ils étaient tous travailleurs. Ils étaient tous travailleurs, non seulement ils étaient travailleurs, mais c'est les employeurs et les patrons, donc meusiens, puisqu'on est en Meuse, qui allaient les chercher dans leur pays. Oui. Et qui les faisaient travailler, ils les amenaient, ils les choisissaient, et puis ils les amenaient, ils les logeaient d'une certaine façon, on pourra en reparler un tout petit peu, parce qu'il manquait de main-d'œuvre. On manquait de main-d'œuvre. Il y a combien de temps que tu es à la retraite? Ça fait 7 ans que je 7 ans? ouais. D'accord, donc ça doit vraiment te faire bizarre de revoir ce lieu. Ah oui, c'est vrai, ouais. J'y passe de temps en temps, je vais voir mes collègues qui travaillent pas. Oui. Mais maintenant, il ne reste pas beaucoup, il reste au moins 2 ou 3. Oui, mais t'en vois quand même encore. Quoi. Ah oui, comme je le vois, ça me fait plaisir. On parle de l'époque, parce qu'avant, c'était pas comme ça. Hein. Il avait vraiment changé. J'imagine. Hein. Ouais. Comment ça s'est passé quand tu as commencé du coup? À l'époque-là, les patrons, ils demandent les ouvriers au Maroc. D'accord. J'ai passé par comment on appelle ça, les vis d'immigration. Ok, donc ils sont venus te chercher. Oui, les patrons ils vont au Maroc pour chercher les ouvriers qu'il faut. Donc je suis venu pour le contrat. Donc c'est ton patron qui est venu directement? Non, le patron il a envoyé combien d'ouvriers qu'ils ont besoin. D'accord. Ouais. On a un bureau là-bas pour faire il y a des gens qui choisissent les gens pour travailler, tout ça, passer les visites, tout ça. On a le contrat, tout ça. Ok. Et après, on est venu ici. Et donc après, tu es venu ici pour travailler. Tu as travaillé tout le temps dans la même entreprise? Tout le temps dans la même. Ouais. Parce que moi, je ne veux pas changer. Il y a beaucoup de mes amis qui sont venus, ils ont changé de boulot. Oui. Mais moi, j'ai resté parce que j'ai de la famille qui est vraiment pauvre. D'accord, oui. Alors, si j'ai changé de la place, il faut chercher le loyer, il faut déplacer. Au plus, à l'époque-là, je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas lire et écrire. Alors, il ne faut pas aller dans une ville, il faut chercher le village, c'est tout ça. compliqué. Alors, c'est pour ça que j'ai resté. Donc, tu es venu pour travailler en usine, c'est ça? Oui, mais dans mon contrat, c'était le travail dans une usine. Moi, j'ai pensé à une usine, comme quoi, la voiture, ou je sais pas quoi. Oui. J'arrive à Verdun, j'ai un copain qui dit, bon, pour accompagner à l'usine, nous sommes venus de Verdun à pied. À pied jusqu'ici? Jusqu'à ici. Ah oui. Et après là, j'ai senti une odeur assez odeur forte. bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, dit, tu veux pas? Alors, depuis qu'on s'approchait, ça sent. Après, je suis rentré, j'ai dit, voilà, là, c'est ça? Oui, ça t'a surpris un petit peu. Déjà, à l'époque, c'était pas comme ça, maintenant c'est moderne. J'ai vu les astiques qui sortent, tout ça. Ah. Waouh!
Ça n'a pas été... C'est pas agréable. Hein. Ah bah oui. Et puis j'ai dit, Shabazz, si tu tournes au Maroc, dans ma tête, hein, si tu tournes au Maroc, il va te prendre pour un feignant. Déjà, par assentir par les autres, parce que tu as piqué la place d'un autre. Ben, il faut que je reste. Et de la famille aussi qui m'attend. Ben, j'ai resté une semaine sans manger. Tellement c'était dur. C'était vraiment dur. Hein. Et puis, petit à petit, tu t'y es habitué. Oui. Et après, c'est fini. Donc, leur premier objectif dans l'association, c'était de les aider beaucoup plus, comme on fait maintenant, apprendre la langue française avec le FLI ou est-ce que les mêmes activités qui se font actuellement sont les mêmes que vous faisiez à l'époque? Alors, pas du tout, parce que les besoins n'étaient pas les mêmes et les étrangers, c'était essentiellement des hommes. Il y avait relativement peu de familles. D'accord. Hein. Il y en avait au niveau des Portugais, des Italiens, mais c'était déjà la plus ancienne immigration. Mais la nouvelle, c'était beaucoup de Maghrébins. On avait peu de Tunisiens, nous. Mais c'était Maroc et Marocains, Algériens. Et puis, aussitôt après, beaucoup de Turcs qui sont venus. Hein. C'était vraiment ces nationalités-là dont on s'est préoccupé et qui acceptaient aussi de travailler dans parce que le travail était loin d'être facile. Hein. Les employeurs étaient contents de récupérer de la main-d'œuvre, oui. Mais n'étaient pas forcément prêts à prévoir l'accueil, le logement, etc. Donc c'est comme ça que un certain nombre étaient dans des baraquements, dans d'autres, dans des... ils louaient chez les particuliers, mais avec des conditions qui étaient, on peut dire, déplorables. Donc, une des premières préoccupations qu'on a eues au niveau de l'association, c'était alerter les pouvoirs publics oui. pour trouver des solutions et améliorer les conditions de vie, de logement des personnes. Ça, c'est vraiment un point important. D'accord. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez les moyens que nous avons maintenant, des locaux, des salariés, puis alors, des subventions? Effectivement, pendant plus de 15 ans, je regardais, presque 20 ans, on n'a pas eu de local, on n'a pas eu personnel. Ce qui fait qu'on ne travaillait qu'avec des bénévoles et beaucoup de militantisme. On a fait beaucoup, très vite, de l'alphabétisation. Et là, on frappait à la porte des municipalités ou des centres sociaux qui, pratiquement toujours, ont accepté de nous accueillir. Donc, on utilisait les locaux des autres. Hein. D'accord. Et on utilisait aussi nos maisons. Et ben, on n'avait pas non plus le matériel. Internet n'existait pas. Oui. C'était pas le même téléphone. Oui. C'était pas les mêmes machines. La preuve, vous voyez un peu, on a essayé de reconstituer la calculatrice, la machine à écrire, le carbone. Oui. Et ça, c'est quand même très important, le moyen de reproduction. Parce que autant maintenant, les moyens de reproduction sont ultra rapides, oui. Autant c'était ni pratique, ni commode, ni très beau, et ben on faisait avec. Hein. Dès le début, c'était une association sur le plan départemental. Et moi j'ai relu aussi les comptes rendus, on était sur 10 lieux du département. Quand même. Hein. Donc oui, ça représente... alors bien sûr, il y avait des endroits plus importants, sur Bar-le-Duc, sur Saint-Miel, sur Commercy, déjà sur Stenay aussi, hein. Mais on était aussi à Étain. Alors, c'était plus ou moins fragile suivant les endroits, mais y compris au niveau de l'alphabétisation, on a fait pratiquement
chaque fois qu'il y avait un noyau d'immigrés, Oui. hein, c'est-à-dire en lien avec une activité bien précise, on essayait donc qu'il n'y ait pas de déplacement à faire et que sur place, ils arrivent à trouver à qui parler d'abord, et puis ensuite comment apprendre le français. Tu as commencé au plus bas et ensuite tu as augmenté, tu as gravi les échelons. J'ai commencé à travailler, après mon patron il m'appelle, il m'a dit tiens Shabazz, tu peux choisir comme chef d'équipe. Ben, j'ai dit non, moi je ne sais pas écrire et lire. Il m'a dit tiens, il y a la matramée en ville. Ben, j'ai dit oui, allez, je te vois. Donc là j'ai été voir. Et c'est donc là-bas que tu as appris le français. J'ai trouvé mademoiselle Lejeune, mademoiselle la Meuse. Et l'exardin, et les autres, j'ai oublié les noms, hein. Il y a plein de monde. Hein. Oui, c'est vrai. Et grâce à eux, il m'a appris un peu parler français, écrire un petit peu, juste un petit peu. Hein. Parce que j'ai pas le temps. J'ai fait le travail. Travailler en même temps. Alors, on travaille, à l'époque là, on travaille 2 heures par jour, 10 par jour. 10 heures par jour. 10 heures, même à 15 heures par jour. Ouh. On est venu en France, pourquoi? Pour travailler, c'est pas pour les vacances. Ça. Oui, c'est sûr. Oui, ça c'est. Sinon, les dernières. Les 74. 74 74, c'est les dernières. C'était la dernière fois. Oui, après, ils ont fermé les... À partir de juillet 1974, la politique d'immigration économique s'est terminée. En théorie, mais enfin, quand même, à 90%. Ça veut dire que on considère que la France considère qu'elle ne veut plus accueillir de travailleurs étrangers. D'accord. Alors, bon, donc, j'allais dire un petit peu en compensation, il y a eu un texte l'année d'après, en 1975, puis en 1976, pour proposer le regroupement familial. Des travailleurs qui étaient déjà ici. C'est ça. D'accord. Puisqu'on avait dit ils sont presque tous célibataires, au moins au niveau des Marocains, Algériens et Turcs, ils étaient presque tous célibataires. Oui. D'ailleurs, ils pensaient faire 3-4 années ici et puis repartir dans leur pays. En réalité, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein, oui, parce qu'il y avait plus de travail, plus de besoin plus de travail. Oui. Donc là, pour l'association, ça a été un moment de fragilité. Parce que les femmes et les enfants sont arrivés. Donc les maris, les maris étaient plus chez eux, plus avec leurs femmes, ce qui est normal. Oui. Donc ils ne venaient presque plus au cours de l'alphabétisation. Oui. Mais ils n'avaient pas encore fait le pas et ils n'acceptaient pas bien facilement que leurs femmes sortent et apprennent aussi, même si les cours étaient donc en journée. Donc il a fallu que l'association cherche les moyens de se reconvertir, c'était une des reconversions, et petit à petit, ça s'est remis en route, c'est-à-dire que les maris, ils ont bien compris que eux, ils travaillaient et que leurs femmes, il fallait qu'elles fassent les courses, il fallait qu'elles se déplacent, et elles sont pour se déplacer et pour acheter, il fallait aussi qu'elles comprennent un peu le français. Oui. Donc voilà, ça c'est un temps important. Vous avez jamais pris de cours de musique? Non, j'ai commencé d'abord avec le saz. Le saz, ça s'appelle saz? Ça s'appelle saz. C'est un instrument turc aussi? Instrument turc aussi. D'accord. Et j'ai commencé avec ça.
À quel âge? 15 ans. 15 ans, ok. 15 ans, 15, 10. Et parce qu'il y avait un saz à la maison ou comment C'est tout à fait au hasard parce que j'ai un frère. Lui, il chantait. D'accord. Il aime bien, il chantait un peu partout. Et puis ma grand-mère, elle a dit, puisqu'il chante, il faut... Quelqu'un qui l'accompagne. Non, il faut acheter un petit instrument. L'instrument, c'est comme ça, il est entré chez nous. Ben, grâce à lui, comme moi aussi j'ai essayé de jouer. Et puis, c'est comme une maladie, hein, on contamine après. Après, quand j'ai vu les autres instruments, même si je ne joue pas, j'aime bien l'instrument. Vous êtes arrivé comment en France ou à quel âge? Ben, mon père, il était déjà là. D'accord. Il a fait un regroupement familial. Votre papa est arrivé en premier en France? Oui. Ok. Et puis, après 7 ans, il nous a ramené regroupement. D'accord. Ça a duré 7 ans pour... Il a resté tout seul 7 ans. D'accord. D'ailleurs, il a travaillé chez Berthold. D'accord. La rencontre avec votre femme, parce que vous étiez en France. Elle était en Turquie. Vous étiez en Turquie? Elle était voisine de ma sœur. D'accord. Hein? Elle disait Quand ils viennent de vacances, sa sœur, elle m'a parlé souvent. Et puis, elle nous a rencontrés. J'étais frimé un petit peu avec la voiture, machin. Un an après, on est mariés. D'accord. Vous êtes mariés en Turquie? Oui, on est mariés en Turquie. J'ai venu en France octobre 89. Ouais. D'accord. Après 2 mois de mariage. D'accord. Vous êtes mariés en 89, Ouais. et puis du coup, vous étiez en France, vous avez pu France, demander voilà, le on a regroupement fait familial. le regroupement Ouais, c'est ça. Ça s'est familial. fait Ça en va. 2 mois? Ouais. Non, pas en 2 mois, ça a duré c'est long, quand même. mais après le mariage, D'accord, c'est après 2 mois de j'ai mariage resté 2 que vous mois avez pu là-bas demander. et puis voilà, après c'est fait tout le papier. C'est difficile. On a quitté notre pays, on a quitté notre famille. Mais quand je viens ici, mon mari et puis ses parents, ils sont là. Juste après, j'ai commencé à apprendre le français, le cours de français. D'accord. C'était dans une école ou c'était à la Matrami? Non, à Matrami, avec la Matrami, D'accord. ouais. Vous avez commencé le français avec la Ouais. Matrami. Ok. Après, petit à petit, j'ai commencé à apprendre le français. Après, j'ai fait le stage. D'accord. Oui. On a eu notre premier recal en 1986. On est resté pratiquement 18 ans au centre-ville aussi, rue Louis-Maury sur Verdun. Après, on a eu un local à Saint-Miel. Après, on a eu un local à Bar-le-Duc. Donc Oui. ça, c'est progressivement. Progressivement, donc, hein. et avec des salariés à chaque fois, Et dans avec chaque des local. salariés à chaque fois. Voilà. Donc, c'est ce qui explique qu'on changeait aussi de méthode de travail, mais ça veut dire aussi que l'immigration a complètement changé, puisque les personnes ne venaient plus pour travailler, alors ils venaient pourquoi? Eh bien, ils venaient parce qu'ils fuyaient leur pays, comme aujourd'hui. au Ça niveau, continue. comme en ce moment. Hein. Ouais. Même s'il y a eu des flux, par exemple, il y a eu Tradition, une arrivée évidemment, la au niveau des tradition, emplois. c'était des travailleurs migrants. Des travailleurs migrants, maintenant, il y a des personnes en migration, mais des travailleurs migrants, comme on les voyait dans le temps, issus du Maghreb et qui venaient amener leur famille ici, on n'en est plus. Non, on n'a là-dessus. plus forcément ces migrants-là qui viennent à la Matrami. Maintenant, c'est plus des demandeurs d'asile, ouais. Ouais, des demandeurs d'asile ou des gens qui ont obtenu l'asile. Et qui viennent de partout dans le monde, d'ailleurs, qui viennent plus forcément que du Maghreb, puisqu'on a pas mal de gens qui viennent d'Afghanistan, Syrie, Albanie aussi, beaucoup, Afrique subsaharienne, un petit peu de maghrébin aussi, toujours. Oui, puis récemment, Des Ukrainiens, Ukrainiens, voilà, qui sont
Puis il y a quand même aussi des femmes seules, beaucoup avec des gosses. Des hommes. On a tout, il y a des hommes seuls, des femmes seules, il y a des familles, il y a un peu de tout. Ça va dépendre du type d'activité qu'on propose aussi. Oui, ça a démarré quand ils ont démantelé Calais. Moi, je me souviens très bien, c'était, je crois, en 2016, le gros démantèlement de Calais. L'équipe de la Matramie attendait, le sous-préfet attendait, tout le monde attendait devant l'AFPA, un soir de novembre. Ils devaient amener en bus, et puis ils sont arrivés plusieurs mois après. C'est vrai que la migration, elle a été économique, elle est pour l'instant très largement géopolitique, et ça ne va pas se terminer comme ça, parce qu'on voit bien que dans le monde entier, ça bouge, ça guerroie dans tous les sens, et puis à terme, on sent venir des grosses vagues de migration climatique, dont on ne sait pas du tout comment elles seront gérées. Quand il y a une crise, par exemple, sur les Ukrainiens, les services de l'État ont quand même appelé la Matramie pour faire des cours de français. On est quand même reconnu maintenant, on l'était peut-être déjà avant, mais on est vraiment reconnu comme un interlocuteur pouvant proposer des cours de français à des personnes allophones de manière assez rapide et sur plusieurs sites du territoire. On a toujours à peu près su faire face aux nouveaux arrivés, mais nouveaux arrivés dit nouveaux besoins. Et puis... comme les Ukrainiens. Comme les Ukrainiens, par exemple, où tu es arrivé en 2 jours à trouver 3 enseignants ukrainiens qui ont été formés par nos formatrices. Ouais, pour proposer des cours de français aux Ukrainiens. Et maintenant, on en a plus de 120 à peu près, sur toute la Meuse. Je suis arrivée à la Matramie en janvier avec le poste de coordinatrice et formatrice FLI. Et la guerre a commencé courant mars. On a eu en février et courant mars, on a eu les premiers Ukrainiens qui sont arrivés sur le territoire. Et c'est vrai que là, rapidement, on a été sollicité pour mettre en place des cours de français pour les Ukrainiens. Je suis arrivée ici en France avec mes enfants pour rester en sécurité parce que mon pays, c'est l'Ukraine. Je suis arrivée de l'Ukraine et comme vous connaissez, notre pays est en guerre. C'est compliqué d'être là, c'est dangereux. Et je voudrais rester là avec mes enfants. Ils vont à l'école ici. Et là, vous travaillez à la Matramie? J'ai cherché le travail avec le Pôle emploi. Je me suis adressée à Pôle emploi. Et puis en septembre, on m'a appelé que je peux travailler, que je peux donner les cours de français pour les Ukrainiens. Et je suis heureuse d'être utile pour les Ukrainiens, pour ceux qui veulent apprendre le français et travailler ici en France, oui. Et ça vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Oui, beaucoup. J'aime beaucoup mon travail. Par exemple, les Ukrainiens qui veulent aller chez le médecin, ils doivent prendre le rendez-vous et ils ne parlent pas français et peut-être il faut savoir comment tu peux parler, comment tu peux prendre le rendez-vous, comment tu peux aller au magasin pour acheter quelque chose. Pour eux, c'est un peu compliqué et oui, j'espère que je serai utile et qu'ils apprennent quelque chose pour être plus indépendants ici en France pour parler et pour se communiquer. Un moment important aussi, et ça c'est grâce à ton intervention, c'est le fait, je vois les actions existantes ou à créer, c'est le fait qu'on ait construit un partenariat très fort avec l'AMI et le Sésame, par exemple, qui, eux, accueillent, hébergent les migrants. Les migrants, voilà, oui. Et puis les réfugiés après, oui, bah oui. C'est grâce à eux, oui, qu'on arrive à faire plein d'actions, qu'on arrive à toucher du public. On en revient à notre première partie sur le public, oui. C'est une grande partie du public qu'on touche vient de l'AMI et du Sésame. On leur propose des activités, donc ouais, c'est lié. Et puis bon,
On a quand même maintenant, alors combien? 9 salariés plus les trois professeurs d'ukrainien dont on ne sait pas l'avenir, qui eux sont en CDD. Mais les autres, on a 9 salariés installés. 9 salariés, oui, pour faire tout ce qu'on fait à la Maître-Ami, il y en a besoin de 9 salariés, oui. Et qu'est-ce que vous faites à Maître-Ami? Quelle est votre spécialité? Là, je suis à la Maître-Ami depuis 1999. Donc voilà, au début, j'ai commencé comme bénévole pendant 8 ans, de 92 jusqu'à 99. J'étais bénévole parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y en a une salariée qui était à la Maître-Ami au début, donc j'étais avec la jeune, que je me rappelle bien d'elle, Christelle qui s'appelle. Donc je fais de l'animation avec les enfants, avec les femmes. Et en 99, donc je suis devenue salariée. Donc fin 99, je me rappelle bien, donc c'était en septembre. Donc je suis devenue salariée à la Maître-Ami. Depuis 99 jusque là, je suis à la Maître-Ami, donc voilà. Et depuis, voilà, moi, quand je suis arrivée, pareil, je ne parle pas français du tout. Je sais le lire, mais je ne sais pas le parler parce que on lit dans l'école, on prend à lire, ça, mais on ne parle pas français. Donc, et j'ai appris à parler. C'est grâce à la Maître-Ami, donc comme j'ai côtoyé les familles, les Français. Donc, voilà. D'accord. La Maître-Ami, il a beaucoup grandi maintenant, voilà. Et moi, quand je rencontrais la Maître-Ami, on était 2 salariés. Donc, il y a des bénévoles, il y a beaucoup de bénévoles qui donnent des cours de français. Et après, ça commence à grandir. On vit toujours avec une présidente. Donc, on n'a jamais un directeur pendant, voilà, depuis la Maître-Ami qui a créé, donc toujours une présidente. Donc, on a un directeur. C'est vrai, ça change beaucoup pour nous parce qu'on a toujours vécu avec une présidente. Sur toute la Meuse, si on commence du nord au sud, ça fait Montmédy, Stenay, Clermont en Argonne, Verdun, maintenant Étain, Saint-Miel, Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois, Commercy et Revigny. Et ça, franchement, aucun organisme de formation privée n'est capable de nous concurrencer sur le fait de couvrir le territoire meusien. Non, puis on a la chance, nous aussi, qu'on y réfléchisse pour la suite du projet associatif, mais c'est d'avoir un maximum de bénévoles. On a 80 ou centaines de bénévoles et qui sont directement sur les territoires où on propose des actions, on propose des cours. Donc c'est ça qui est intéressant à la Maître-Ami. C'est qu'on arrive à s'appuyer sur notre réseau de bénévoles qui est profondément ancré dans le territoire. Donc, oui. Et les bénévoles eux-mêmes ont des propositions à nous faire et mettent en œuvre des sorties, des découvertes, des activités avec l'appui des salariés. Franchement, moi je suis quelquefois émerveillée par les idées qu'ils ont. Je passais dans le couloir, dans notre local de Verdun, comme d'habitude, et puis j'ai entendu un gazouillis, un vrai gazouillis, du monde, du bruit, et puis j'ai senti des odeurs délicieuses. Alors je me suis demandé ce qui se passait. C'était l'atelier Tisane, un atelier qui suit celui du jardin partagé. Khadija, c'est ton atelier, donc tu vas nous en parler. Donc voilà, c'est comme tous les ans, on fait un atelier tisane chaque année. Donc c'est grâce à Chantal qui s'occupe beaucoup d'un parcelle où il y a les plantes médicinales. Il fait plusieurs plantes, donc on le fait en juillet, on le fait à Caillé. Et Chantal le fait rassembler chez elle pour le faire sécher dans l'ombre, parce que, ce qui paraît, il ne faut pas le faire sécher dans le soleil, parce que comme ça, il les garde sans saveur. Et voilà, comme tous les ans, là, on se trouve avec tous les jardiniers qui sont là pour partager cette tisane et voilà, et partir avec.
parce que c'est grâce à tout ça, parce que les femmes, elles ont demandé à Chantal la première année quand elle est venue pour faire le bénévolat à la Matramie. Ils ont demandé à Chantal, qui est pharmacienne retraitée. Voilà, retraitée. Donc comme ils savent ça, ils ont su que les pharmaciens retraités, ils ont dit, ça sera bien qu'on fait des plantes, parce que voilà, il y en a qui le disent, je le stresse, j'ai mal au ventre, il y en a qui le disent pour mal de ventre, il y en a que pour les rhumes, pour beaucoup de choses. Hein. Donc Chantal, elle était vraiment enchantée, attendait les femmes, leur demande, c'est les demandes des femmes. Et depuis, là, on a grandi le parcelle, on a fait 2 parcelles maintenant. Et là, on va rajouter un 3e, parce qu'il y a beaucoup de demandes, maintenant beaucoup de plantes que nous, on ne sait pas, c'est Chantal qui, chaque année, il rajoute des plantes. L'origan, voilà, on le trouve comme ça dans le jardin évidemment, hein, vous le connaissez. On le récolte quand il a des fleurs. Ça dépend des plantes. Il y a des plantes qu'on peut récolter seulement au mois de mai-juin avant qu'elles fassent leurs fleurs par exemple. Mais l'origan, pour le récolter, il faut attendre qu'il fasse des fleurs. Voilà. Et après, on fait ce que... Alors, je ne sais plus votre prénom. Norman. Voilà, donc Norman, il est en train d'enlever les fleurs et les feuilles pour les rassembler. Hein. Voilà. Voilà. Hein. Je vais vous montrer comment vous faites. Voilà. Dans nos mélanges, on va mettre seulement ce qui est utile pour faire la tisane. On n'a pas besoin d'avoir des queues, des petites branches qui vont gêner et qui vont prendre trop de place. Donc, quand on aura fini de faire ce travail d'effeuillage, on va faire 3 sortes de tisanes. Hein, comme l'année dernière, hein, vous vous rappelez? Donc, on va faire une tisane relaxante pour mieux dormir le soir. Voilà. Alors, dans la tisane relaxante, il y aura de la lavande sclarée. Alors, la lavande sclarée, c'est Khadija qui est en train de l'effeuiller. Je m'appelle Dalila, qui est nationalité marocaine. Ça fait 3 ans et demi à Verdun et principalement à la Matramie, qui elle aide beaucoup pour parler français, qui avant ne parle rien, parle rien et pour le moment et ça va. J'ai planté les oignons, les tomates, surtout les petits pois cette année, ça c'est bien. Les épices. En tout, à la Matramie, on a à peu près 400 bénéficiaires chaque année pour nos diverses activités. Le jardin partagé, c'est comme beaucoup d'activités, un prétexte pour sortir de l'isolement, pour apprendre le français, pour parler, pour rompre l'isolement principalement. Et ça fonctionne bien, le jardin. En jardinant, ils se parlent, ils échangent des trucs, et ils prennent le café ensemble, et voilà. J'aime bien de venir pour discuter avec les filles. En fait, au début, on a mal de parler au français, mais depuis qu'on a commencé de venir là, on a plus l'habitude de parler avec les filles parce qu'on s'est obligé de parler avec eux au français. C'est comme ça, on a un peu, ça va mieux qu'avant, on parle plus facile qu'avant. On suit maintenant les trajets de vie des migrants et l'idée, c'est de faire plusieurs choses complémentaires. C'est-à-dire que les enfants reçoivent de l'aide aux devoirs, les parents discutent de l'éducation des enfants, les parents font de la tisane et se soignent avec, les parents jardinent, ce qui fait un petit complément de revenus, les parents apprennent à cuisiner ensemble, font des échanges. Enfin, l'idée, c'est de ne pas faire... C'est pas un endroit où on fait une activité et on s'en va. L'idée, c'est
de piocher dans toute notre richesse pour avancer vers l'intégration. Comment ça s'écrit travail? Ouais. T R A V A, très bien. I, ouais. L. Très bien. Le travail. Est-ce que vous connaissez d'autres mots qui veulent dire travail? Pronom. Profession. Profession, très bien. Donc, profession, c'est la même chose que travail. On dit un travail, une profession. Français langue d'intégration, c'est l'enseignement du français, spécialement pour un public de personnes étrangères qui ne maîtrisent pas notre langue, qui sont arrivées en France. Donc il y a la différence. En France. Récemment ou moins récemment pour d'autres. Mais la différence avec le FLE, c'est que le français langue étrangère, le FLE c'est plus global. Ça va par exemple s'appliquer pour un public d'universitaire ou un public moins spécifique. Donc dans le FLE, il y a plein de familles de FL quelque chose. Et donc le FLI, a vocation d'intégrer les personnes. Donc on va plus se baser sur la vie quotidienne, l'intégration sociale et professionnelle. C'est ça la grande différence. Donc c'est apprendre le français de tous les jours, c'est pas forcément le français de tous les jours, c'est ça. C'est pas forcément la grammaire, l'orthographe, non. Voilà, on ne d'accord. pas de grammaire à part en contexte, pas d'orthographe, mais une amélioration des compétences pour pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans le cours qu'on a vu tout à l'heure, j'ai ciblé la thématique sur le monde professionnel. Voilà, pour pouvoir leur parler des différentes professions et par la suite réaliser un CV pour pouvoir... trouver du travail, s'insérer. C'est ça. Ouais. Et alors la Matrami, donc nous on fait la grosse activité, c'est le français, c'est l'apprentissage du français et on est donc implanté sur quasiment 10 sites dans toute la Meuse. Et toi, tu coordonnes la partie nord de la Meuse, du coup? Alors, la partie nord-meusien, c'est Verdun, Stenay, Montmédy, Clermont-en-Argonne et Étain. Voilà, donc on propose des cours, par exemple à Verdun, comme il y a beaucoup d'apprenants, on a plus de 100 apprenants. Il y a des cours par niveau pour bien cibler les besoins. Et puis dans les petits sites où il y a moins d'apprenants, les bénévoles font plus des cours à la carte selon les besoins spécifiques des personnes. Donc les cours qu'on propose à la Matrami, c'est aussi bien des bénévoles que toi, salarié, qui peut intervenir. Mais c'est ça, principalement ce sont des bénévoles qui interviennent sur tous les sites. Après quand ils sont absents, on essaie de les remplacer, c'est là que j'interviens parfois dans les remplacements. Après j'ai aussi pu donner des cours pour que les personnes puissent passer le code de la route, donc dans un dispositif qui s'appelait IntegraCode. Donc ça, je sais qu'il est très plébiscité par les personnes qui arrivent et qui ont besoin du permis de conduire. Donc il faut savoir quand même que dans une démarche de français langue d'intégration, on conseille quand même de se concentrer sur l'oral d'abord, parce que c'est important que les personnes puissent se débrouiller, déjà parler, comprendre. Mais on le voit que maîtriser l'écrit, c'est un enjeu très important, donc on travaille aussi l'écrit. Et c'est aussi important parce que beaucoup ont besoin d'avoir un niveau certifié pour... obtenir des papiers, travailler. Je sais que par exemple le niveau 1 pour rentrer dans une formation professionnelle, c'est le niveau minimum. Je crois, enfin pour être naturalisé français, il faut avoir le niveau B1 écrit et oral. Et je sais aussi que tu fais un gros travail d'accompagnement des bénévoles parce que bon, être bénévole et s'occuper d'un cours de français et d'un groupe de français d'une dizaine de personnes étrangères qui viennent de partout dans le monde, c'est pas toujours facile. Et toi, tu essaies de les aiguiller, de les aider, de leur donner des petites techniques, des petites méthodes. Ça, il y a plein de profils de bénévoles, mais pour les bénévoles qui n'ont jamais été dans l'enseignement du français langue d'intégration ou même le français langue étrangère, ce qui est la majorité de nos bénévoles, même si on en a certains qui s'intéressent à ce domaine ou qui ont été enseignants. Donc on propose une formation initiale de 2 journées où on va essayer de leur expliquer comment bien appréhender l'enseignement du français pour nos publics. J'étais jeune retraité et je cherchais une activité qui m'intéressait vraiment. Je ne voulais pas rester sans rien faire.
Et ma femme, à l'occasion d'une conférence dans le milieu catho, a rencontré une dame qui s'appelle Françoise et qui faisait donc déjà des cours et qui animait des cours sur Bar-le-Duc. Et du coup, elle m'a contacté aussitôt et peut-être 3 semaines après, j'étais déjà devant un groupe. Voilà. Et ça s'est bien passé le premier cours? Oui, très très bien. Oui. Parce que Valérie commence son premier cours mercredi prochain, dans cette salle d'ailleurs. Ici, oui. Oui, c'est ici. Voilà. Et donc toi, tu seras en binôme. Oui, voilà, et c'est bien parce que moi, dans le travail où je faisais auparavant, je travaillais déjà en binôme. Et c'est vrai que le fait de travailler à deux, je trouve que c'est bien. Chacun apporte sa façon d'être et sa façon de faire. Et puis, je pense que pour les apprenants qui seront là, ils auront 2 personnes. Puis, bon, ça dure quand même 1h30, donc il faut quand même avoir de l'énergie, avoir de la ressource. Et je trouve que 2 personnes, c'est bien. Puis ça reste, s'il y a une personne qui ne peut pas venir, si je ne peux pas venir, l'autre personne peut être quand même là, ce qui fait que le cours peut toujours se dérouler. Donc oui, ça me plaît bien. L'enseignement, entre guillemets, c'est pas de l'enseignement, mais je ne connais pas, mais le fait de pouvoir apporter, délivrer des informations, puis d'aider les gens tout simplement, à se sentir mieux peut-être dans la situation où ils se trouvent. Je pense que ça peut être bien. Ouais, ils sont toujours réceptifs et à chaque fois qu'ils sortent de cours, c'est merci, c'était bien. Oui, puis quand on les croise en dehors aussi, bonjour, c'est vrai que ça fait plaisir après de pouvoir les discuter avec eux, même en dehors, en fait. C'est vrai. Voilà. C'est pas que des cours de français qui durent 1h30. Aujourd'hui, on a appris ça et c'est fini. C'est aussi tout l'aspect humain. Oui, ça fait l'occasion de les connaître aussi, parce qu'on pose quelques questions. Bon, pas personnelles, mais ça fait quand même l'occasion de discuter aussi, de les faire parler un petit peu et ça peut les aider aussi. Oui, et ça donne sûrement aussi l'occasion d'échanger avec eux, parce que moi j'ai le souvenir que fréquemment ils nous répètent toujours qu'ils n'ont pas l'occasion de parler français dans leur vie quotidienne, en dehors des cours de la matramie. C'est ça. Voilà, finalement c'est le téléphone, ou quand on va au supermarché, on n'a absolument aucune conversation avec les gens qui sont là, et ils disent toujours que ça leur manque vraiment de pouvoir échanger en direct avec les Français. Parce que c'est pas forcément parce qu'ils vivent dans le pays qu'ils ont l'occasion tout le temps de parler, en fait. Parce qu'il y en a qui, vu qu'on a beaucoup de demandeurs d'asile aussi, il y en a beaucoup qui en fait n'ont pas le droit de travailler, qui n'ont pas d'activité autre qu'avec la matramie. Et en fait, ils restent chez eux, ils vont chercher les enfants devant l'école, ils les ramènent, ils vont faire leurs courses une fois de temps en temps quand ils peuvent, ou ils vont chercher des colis alimentaires, et puis sinon ils n'ont pas de contact à part bonjour, merci, au revoir. Oui, absolument. Et puis, une fois que le cours est bâti et qu'on est en situation, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Il y a un échange formidable, une ambiance aussi avec eux qui est remarquable. Ils ont une envie d'apprendre énorme. Voilà. Non, on a abandonné. Alors on va pas jouer tout de suite. On termine le jeu là et puis on va faire des activités. Et après le goûter, on sortira le ping-pong et le baby-foot. Ça va? C'est à qui là? Bonjour. C'était à Eddy. Oui, Eddy, tiens. Je pense que tout le monde ne se connaît pas encore. Alors je propose qu'on fasse un petit tour de table en disant son prénom, en disant de quel pays on vient. Vous pouvez en profiter pour présenter vos enfants en même temps. Voilà, pour faire un petit peu connaissance. Je te laisse commencer. Ah oui, d'accord. Bon, je m'appelle Elena, je suis venue de la Russie. J'ai une fille qui s'appelle Anna, elle a 5 ans. Je m'appelle Ludmila, je suis ukrainienne. J'ai un fils. Il s'appelle David. Il a 8 ans. 8 ans. Oui, je m'appelle Diana, je suis ukrainienne, j'ai 4 enfants. Les 2 dernières, c'est là, Sofia et Elisa. Sofia, elle a
6 ans et Elisa, elle a 3 ans. Moi, je m'appelle Ulia, je suis d'origine turque, mais je suis née en France. Et j'ai 3 garçons, Osman, Yassine et Melih, un plus grand qui n'est pas là aujourd'hui. Je suis Madame Imeri, je viens du Kosovo. J'ai 4 enfants, ça fait 4 ans en France. Moi, je suis Béchiri Yacouba Bachiri. Je suis de nationalité tchadienne et je suis une mère de 2 filles. Alors, je m'appelle Bridget, je viens de Nigeria et j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Je m'appelle Jamila, et je suis au Maroc, 4 les enfants, dont Mohamed, Fatima, de la maison. Je m'appelle Fatima, je suis marocaine de nationalité espagnole. J'ai 2 filles, de 21 et la petite s'appelle aussi là, de 6 ans. Ok. Alors du coup pour cet après-midi, avec Laurine, on a préparé plusieurs activités. Alors c'est pas encore tout à fait l'hiver, mais on s'est dit qu'on commençait à y penser, aux activités là pour la fin d'année. Alors on propose, ça c'est peut-être une activité pour les plus grands, on propose de faire des petites boules qu'on peut accrocher dans un sapin si on fait un sapin, mais ça peut aussi servir de décoration pour la maison, ou ça peut être un petit cadeau à offrir. Au niveau de la parentalité, en fait, on fait plusieurs ateliers à la Matrami. Il y a des rencontres entre parents où on discute autour de thèmes, ou alors on peut aussi des fois faire des activités, mais c'est vrai que les discussions autour de thèmes, ça permet de faire connaissance. Une des particularités des familles qu'on rejoint à la Matrami, c'est que souvent les gens sont très isolés. En fait, les personnes arrivent de l'étranger et arrivent en France et ne connaissent personne. Et du coup, venir à la Matrami, ça permet de créer des liens. Ça, c'est ce qui ressort souvent dans ce que disent les mamans. Rencontrer des gens qui viennent du même pays que soi, d'autres pays. Pouvoir parfois aussi parler dans sa langue maternelle, ça c'est important. Oui, c'est un plus. Voilà, donc il y a les rencontres entre parents. Et puis il y a aussi donc des ateliers parents-enfants où là on propose des activités et les enfants jouent ensemble, les parents échangent. Voilà, c'est avant tout passer des bons moments ensemble. Et... 6 лет в универе. На инженера учишь. Это компотничка, мама. T'as choisi quelle couleur toi? Bleu? Que bleu? Tu fais que bleu? Non, tu fais pas. Ah, le fil est trop fin. Il a fait plein de... Et puis le carton trop souple peut-être. J'ai essayé de le redécouper pour leur donner une forme, mais plus je le serrais, plus ça se déforme. Voilà. Ouais. Je vais laisser tomber. Vas-y. Voilà, ça a l'air Как бы я уже с ними особо не общаюсь, некогда общаться. И да, как-то некогда. Ah oui, moi j'ai besoin de ça pour coller après. Ah oui. C'est un plus de travailler, de faire ces activités-là pour les parents, les enfants. En fait, l'activité, c'est vraiment un support, mais l'objectif, c'est que les gens se rencontrent, passent un moment agréable ensemble. Et c'est un peu le but premier de toutes les activités qu'on fait à la Matrami. Que ce soit les sorties, on fait des sorties surtout pendant l'été, mais aussi pendant les vacances. Que ce soit les activités comme ça autour de travaux manuels ou quand on fait des promenades. On fait aussi des ateliers pour les mamans et les petits de moins de 3 ans. Oui. Voilà, mais avant tout, c'est vrai que le but, c'est que les mamans se rencontrent. Et que les gens passent un moment convivial ensemble. Quand les familles arrivent en France, elles se sentent très isolées, elles connaissent personne. Et le fait de venir ici, ça permet de rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose et puis de créer des liens, quoi. Oh, super, Somaya. Oh, super, tu pourras la ramener à la maison. Ouais.
Et Elise, je vais karaté. Tu vas karaté. Karaté. Ah, au David, karaté. Karaté, Ah, au karaté, d'accord. Oui, donc je disais que toutes ces activités-là, en fait, elles servent avant tout à créer des liens et à ce que les mamans se sentent moins isolées ici. Et c'est ce qu'elles disent un peu toutes. Ça permet de... Il y en a qui disent, en fait, la famille est loin, mais ici, des fois, on a l'impression de retrouver une petite famille voilà, où les enfants se retrouvent, les mamans se retrouvent et les gens s'écoutent et se soutiennent aussi. Mais en tout cas, ce que je retiens vraiment avant toute cette activité, c'est que les mamans sont contentes de se retrouver et d'ailleurs, souvent, ensuite, il y a des liens qui se créent, elles se voient en dehors de la matramie et là, je me dis que c'est gagné, quoi. Oui, voilà. C'est l'humain qui est vraiment au cœur du... C'est l'humain qui est au cœur de l'association, quoi, en fait. Hein. C'est ça, quoi. On pourrait résumer ça comme ça. J'ai dit, je pense. Hein, le respect de la dignité humaine. Oui, voilà. Et moi, je suis aussi très sensible au fait que la matramie accueille tout le monde, quelle que soit sa situation. On ne s'intéresse pas à savoir si on est demandeur d'asile ou si on est dans une situation précaire. Voilà, la matramie, elle accueille tout le monde. Et ça, je trouve que c'est vraiment super important. Il n'y a pas de différence pour personne. Tout le monde est accueilli de la même manière et bénéficie des mêmes services. Je suis restée admirative à des gens que j'ai connus dans la matramie et surtout des gens qui sont comme toi, excuse-moi de te le dire, qui sont âgés. Donc, oui, c'est que vous avez commencé jeune et que vous continuez. Donc, vous avez des principes, des valeurs auxquelles vous y tenez et que vous tous vous apprenez non seulement aux migrants qui viennent, mais aussi aux Français qui sont ici. Donc, des choses qui sont très, très précieuses. Et il y a une question que j'aimerais te poser, c'est que, puisque tu es là depuis 50 ans et que tu vas rester encore plus avec nous, je te l'espère du fond du cœur. Encore 50 ans. Inch'Allah, oui. Alors, dis-moi un truc qui t'a touché, toi personnellement, qui t'a marqué, un fait, un truc qui t'a vraiment marqué, qui te reste dans la tête ou dans ton cœur durant ces 50 ans. Alors, moi, je dirais... Alors, bon, c'est vrai que j'ai dû commencer... J'avais 30 ans, donc j'étais relativement jeune à ce moment-là. Oui, jeune. Toute jeune, oui. Je ne pense pas qu'il y ait une chose particulière. C'est un peu un fil directeur. C'est-à-dire que, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, la personne qui est en face de moi, elle a un potentiel, elle est riche, donc on a intérêt à s'entendre, à s'écouter, à échanger. J'ai été épaté dans cette association-là, au sein du conseil d'administration, de voir l'investissement des personnes qui étaient là. C'est des gens qui sont absolument convaincus, qui donnent du temps, et plus que ça, parce que pour certains, j'ai remarqué que c'est quasiment un travail, quoi, voilà, hein. Donc là, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ça, hein, voilà. Et je me sens bien dans cette association-là. Le climat qui y règne, moi je trouve qu'il y a une bonne entente. On fait un travail d'équipe. Bon, parfois il y a des décisions à prendre, on n'est pas nécessairement tous du même avis, mais chacun agit dans le bon sens et finalement on arrive toujours à trouver une solution et on avance. Oui. On arrive quand même à faire face au public qui est légal sur le territoire français et à faire bénéficier de nos actions d'autres publics qui ont été rejetés par les lois actuelles, mais qui seront peut-être un jour régularisés, allez savoir. Et moi je me dis
que dans un département où la densité est de 30 habitants au kilomètre carré, comment pourra-t-on toujours refuser les étrangers alors qu'il y a des emplois vacants partout et qu'il y a des gens qui ne demandent qu'à travailler? Je ne peux pas comprendre ça, moi. En Meuse, il y avait beaucoup de racisme durant ces 50 ans. Est-ce que ça continue, à ton avis? Il y a des moments, il faut être rempli d'espérance. Parce qu'il y a des moments où on se dit, mais est-ce qu'on a travaillé sur ce sujet-là, sur l'intégration, sur le racisme, sur les discriminations? Et pourquoi est-ce qu'on en arrive encore à cette situation actuelle où je pense qu'on a autant de mal maintenant à se tolérer mutuellement qu'on l'avait il y a 50 ans. On a une peur de l'autre. Qui continue malgré... Et qui continue malgré... Bon. Donc ça veut dire qu'il y a encore du travail. J'aimerais mieux que l'association n'ait plus besoin de travailler. Mais c'est quand même encore pas le cas.